bonjour et merci d'être là pour cette table ronde qui s'intitule en effet IA, défense et souveraineté. Et on va essayer d'aborder ces trois thèmes ensemble. Donc le temps est assez restreint, vu le nombre d'intervenants et le nombre de choses à dire. Donc je ne sais pas si les noms des panélistes vont s'afficher. Ce serait bien. Mais je vais commencer tout de suite par Stéphane Clémençon, qui est professeur et chercheur en mathématiques appliquées à Télécom Paris et qui est titulaire d'une chaire industrielle, notamment, ce qui s'appelle Artificial Intelligence for Industry. Donc, avec une question, quand on parle d'IA pour l'industrie, avant de parler d'IA pour la défense, mais IA pour l'industrie, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour Jean, merci. Alors quand on parle d'IA d'abord, avant de parler d'IA pour l'industrie, on parle de technologie. Donc nous, les chercheurs, ça fait 20 ans qu'on explique que maintenant qu'on a de la puissance de calcul, qu'on a énormément d'exemples numérisés, ça va être l'ère du machine learning. Les algorithmes qu'on a conçus, ils vont être capables de reproduire un certain nombre d'exemples et d'effectuer des tâches. Et donc les industriels, mais comme vous et moi, l'utilisent chaque jour, en particulier pour se repérer dans les masses d'informations, pour créer aussi d'autres informations. Tout le monde utilise l'IA pour traduire du texte, pour générer des résumés, pour générer des images, des illustrations. Par contre, un certain nombre de problèmes de recherche subsistent. Et donc, c'est le propos de nos collaborations avec certains industriels, dont certains sont présents ici. D'abord, il s'agit de reproduire souvent des données de manière vraisemblable, pas forcément de manière à satisfaire, je ne sais pas, aux lois physiques, par exemple. Donc, tout le monde a en tête peut-être le sixième doigt des images d'humains générées. Aujourd'hui, on n'est plus là. Mais le fait qu'il n'y a pas de compréhension dans les systèmes d'IA du monde physique, en tout cas des modèles qui sont appris par machine learning. Donc, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Il s'agit de rendre l'IA, d'apprendre des modèles d'IA sous un certain nombre de contraintes. Donc, les contraintes du monde physique le sont. Il y a aussi les questions d'explicabilité, également de frugalité. Parce que, comme disait Jean, il faut énormément en fait, de données pour apprendre des LLM, par exemple. C'est énormément énergivore. Il faut beaucoup d'exemples et beaucoup de puissance de calcul. Et la question se pose aujourd'hui pour pouvoir déployer l'IA, je ne sais pas, dans des systèmes embarqués, dans une automobile, dans un aéronef. On a besoin d'avoir des modèles beaucoup plus légers, éventuellement appris sur des données beaucoup plus spécifiques. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes méthodologiques considérables. Donc l'IA est essentiellement aussi centralisée, ce qui conduit à un certain nombre de faiblesses ou en tout cas de fragilité. Et donc de la même manière, tout ce qui va être algorithmique dans un cadre décentralisé, donc qui va intéresser, je ne sais pas moi, les flottes de véhicules par exemple, tout un tas de situations où on va attendre des agents qui puissent non seulement exploiter les données, mais aussi explorer leur environnement et communiquer de manière à la fois efficace et frugale, et tout ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc l'acceptabilité de l'IA, enfin la possibilité vraiment que l'IA réponde au cahier des charges, ça soulève un certain nombre de problèmes méthodologiques. On en reparlera parce qu'on va parler de souveraineté, on va parler certainement d'explicabilité, d'enjeux éthiques aussi. Voilà, donc il y a un gros agenda de recherche et pour lequel l'académie a vraiment intérêt, je pense un intérêt partagé, à collaborer avec les industriels. C'est ce que je pouvais dire. Merci Stéphane pour cette entrée en matière. On va maintenant s'intéresser plus spécifiquement à l'IA de défense et je vais commencer avec Patrick Aufort. Vous êtes IGA, vous êtes directeur de l'Agence de l'innovation de défense, nommé en 2023. Et donc, avec une question, à quoi peut servir, même si on est devant un public qui s'y connaît un petit peu, à quoi peut servir comme l'IA de défense et est-ce qu'il y a des cas en particulier qu'il faut retenir? Oui, alors, l'intelligence artificielle telle qu'elle a été décrite, on imagine évidemment très rapidement derrière que c'est une technologie duale avec des usages à la fois civils et militaires. Et avant même de détailler les principaux usages que nous, on imagine, je pense qu'il faut faire un petit focus sur les spécificités justement des usages et de l'environnement d'utilisation dans la défense. La première, il a été évoqué que pour
faire du machine learning, du deep learning, il faut des données. Et les données, nos données ont des spécificités. Il y a certains capteurs qui n'existent que dans le monde de la défense, donc on va avoir du mal à généraliser. Elles peuvent être rares, elles peuvent être d'un niveau de classification élevé et donc poser des problèmes supplémentaires justement pour l'apprentissage. Donc ça c'est un premier point, une première spécificité qu'il faut bien avoir en tête. La deuxième, c'est l'environnement dans lequel on va l'utiliser. Environnement physique dans un premier temps. Par exemple, si vous faites du traitement automatique du langage, c'est pas tout à fait la même chose et c'est pas le même défi de réussir à faire tourner un algorithme de traitement automatique du langage dans un laboratoire ou dans le cockpit d'un Rafale ou à l'intérieur d'un Charles Leclerc. On va forcément avoir des environnements d'utilisation qui vont être très spécifiques. C'est valable par exemple pour la connectivité. On ne va pas pouvoir garantir une permanence de la connectivité ou une bande passante infinie. On va avoir des contraintes d'utilisation. Et puis après, il y a les équipements sur lesquels on va vouloir l'intégrer. Très souvent, ça va être des plateformes mobiles. Donc, je reviens à la problématique de connectivité que je citais, mais problématique également d'embarquabilité de ces algorithmes, par compatibilité avec la puissance de calcul qu'on peut avoir à bord, compatibilité avec l'énergie qu'on peut apporter. Donc, il faut vraiment avoir en tête que derrière ces technologies duales, il y a des verrous supplémentaires en fait, pour les usages défense. Après les grandes familles d'usages, pour rentrer un peu dans le concret, les grandes familles qui vont nous intéresser, premièrement, ça va être, on a parlé de données, ça va être le traitement des flux de données, des flux hétérogènes de données, donc traitement de la vidéo, des images, du texte, voilà, tout ce qui va être traitement massif de flux hétérogènes, c'est forcément un usage d'intérêt pour des applications de renseignement, pour des applications de ciblage, par exemple. Deuxième type d'usage de fort intérêt, je l'ai dit, le traitement automatique du langage, par exemple. Troisième grand facteur d'intérêt, les capteurs et donc ce qu'on appelle les smart sensors, les capteurs intelligents. Donc incorporer dans nos capteurs des fonctions d'intelligence, de détection, de reconnaissance, d'identification, allant même jusque la localisation, le suivi, le tracking et la localisation. Et puis je vais peut-être finir par deux grandes familles d'usages d'intérêt. Les fonctions de navigation, et notamment pour amener des briques d'autonomie. Je pense à la robotique, je pense aux drones. Et puis tout ce qui est détection de changement dans les scènes pour de l'aide à la décision. C'est des grandes familles et peut-être prendre trois exemples, et peut-être pour être encore plus précis, trois exemples d'applications. Le premier, la maintenance, traitement des données, fort intérêt pour faire de la maintenance prédictive, mais en fait on envisage même l'intelligence artificielle sur la maintenance avec des intérêts beaucoup plus larges que la maintenance prédictive. Ça va nous aider dans la gestion des flux logistiques, ça va nous aider dans la gestion des stocks, ça va même nous aider dans la reconnaissance automatique de pièces pour anticiper. Deuxième grande famille d'intérêts, l'aide à la décision, je l'ai dit, avec notamment tous les sujets de traitement automatique. En fait, le défi pour nous, c'est d'utiliser le flux d'informations pour amener les recommandations à la décision au bon moment. Donc c'est vraiment ça l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est le au bon moment, être capable vraiment d'utiliser tout ce flux, mais dans le bon tempo. Et puis peut-être un troisième grande famille d'intérêts, c'est l'autonomie décisionnelle. On a devant nous des sujets d'innovation qui amènent des dynamiques dans le domaine de la dronisation, robotisation. Si on veut en tirer l'essentiel, enfin tout l'intérêt, il faut apporter des briques supplémentaires en termes d'autonomie décisionnelle. Mon voisin de Naval Group, par exemple, travaille sur des sujets de drones sous-marins de grande taille. Il faut en décupler l'intérêt derrière la plateforme en lui permettant de rester en mer suffisamment longtemps sans avoir besoin de communiquer avec elle, de décider avec elle. Donc il faut qu'elle ait des briques d'autonomie décisionnelle. Dans le domaine de la robotique terrestre,
terrestre, il faut absolument qu'il y ait des briques qui permettent de décharger l'opérateur. Un robot, s'il est piloté par un opérateur à distance, en fait, on n'a pas complètement gagné. Certes, on a éloigné l'opérateur de la menace, mais on ne l'a pas déchargé de la charge. Donc, il faut ces briques d'autonomie. En fait, on a fait un travail il y a 2 ans de recensement. On a recensé 400 cas d'usage à quelques unités près dans les grandes familles que j'ai citées. Donc, il y a vraiment du potentiel pour améliorer la supériorité opérationnelle de nos forces. Merci beaucoup. Alors, on va continuer sur cette question, en effet, de l'IA de défense. Ça a déjà été évoqué, mais je pense qu'on aura un bon complément avec Julien Bzowski, qui est directeur de la stratégie chez Safran AI, qui est une filiale de Safran Electronics et Defense, avec justement des questions. Qu'est-ce que l'IA change dans le domaine de la défense? Et quand on avait préparé cette discussion, Julien, on avait évoqué déjà certains volets qui ont été mentionnés par Patrick Haufort. Oui, tout à fait, Jean. Patrick Haufort a pris le sujet par l'angle de la spécificité, je voudrais le prendre par celui de la finalité. Qu'apporte l'IA dans le domaine de la défense? En réalité, c'est un multiplicateur de force et de capacité. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un domaine en soi, c'est une boîte à outils pour un but donné. Et ce qu'apportent les solutions augmentées d'IA pour les systèmes de défense, c'est la vitesse, la masse, et l'extraction de règles statistiques, c'est-à-dire la capacité de dégager de la masse de données des patterns of life. Et les types de domaines auxquels l'usage de l'IA se prête bien sont caractérisés par 4 choses. Une donnée abondante au départ, une production d'informations massives au quotidien, une compréhension difficile de cette information et une temporalité critique. Et quand vous avez ces quatre conditions réunies, là, pour le coup, il est certain qu'une solution d'IA apportera une plus-value opérationnelle très claire. Et ce que les IA permettent à partir de là de changer, c'est qu'on passe d'un monde de l'explicatif à un monde du prédictif, ce qu'on voit dans le renseignement, mais aussi dans la capacité à réagir à une situation en opération. On passe du temps différé au temps réel, parce que le temps de réaction machine est infiniment inférieur à celui de l'opérateur humain. Et on passe d'un raisonnement en silo à un raisonnement fusionné, transverse, potentiellement multidomaine. Donc en synthèse, ce que l'IA peut apporter, c'est une accélération, c'est-à-dire le préavis positif, la capacité de frappe en premier, une massification, et on voit ses impacts au quotidien en ce moment, et des capacités d'autonomie. Alors maintenant, si on regarde les cas précis dans lesquels on a un usage existant qui correspond à ces cas-là, historiquement, il y a un primat du renseignement. Pour une bonne raison, c'est que le renseignement est en temps de paix le seul domaine qui fonctionne à l'identique du temps de guerre. Donc la production est massive, la temporalité est critique, et on fonctionne de manière nominale. Aujourd'hui, avec la montée aux extrêmes et le retour de la haute intensité, évidemment, les opérations militaires et le combat trouvent une nouvelle actualité qui requiert des solutions d'IA. Et on les voit dans les 3 domaines qu'évoquait monsieur l'ingénieur général Haufort. C'est l'IA pour préparer la guerre, avec des applications de modèles d'IA à des sujets de production d'équipements et de systèmes de défense. Donc là, c'est des modèles informés par la physique ou la thermodynamique ou de simulation multiphysique pour arriver à concevoir plus vite. Et j'en vois qui sourient dans l'assistance, parce que c'est leur dada. Il y en a un deuxième usage qui est de soutenir l'effort de guerre. Donc on prépare les systèmes, on soutient l'effort de guerre, c'est tous les sujets de logistique et de maintenance prédictive évoqués précédemment. Et puis il y a les IA pour faire la guerre, c'est-à-dire l'application au système de combat, que ce soit dans le domaine de l'ISTAR ou dans le domaine du combat proprement dit. Et tout ça s'articule autour de la perception. Donc ça, c'est de la DRI sur des flux de capteurs divers. Autour de la cognition, la capacité à partir de ces flux traités de reconstituer une Common Operating Picture ou une situation tactique fusionnée et donc de donner du sens à l'environnement. Une capacité ensuite de décision. Une fois qu'on a une connaissance de l'environnement, encore faut-il définir le meilleur course of action en fonction de la situation. Et une capacité à accélérer l'action ou à la réaliser en autonomie. Et donc on retrouve cette espèce de triptyque, automatisation, aide à la décision ou décision et autonomie,
qui est un peu le Graal quand on a suffisamment de briques réunies pour parvenir à un système qui est capable de déterminer son action en fonction d'une finalité qui lui a été assignée au départ. Et tout ça, ça suppose de combiner des briques élémentaires, de les rendre plus interopérables et de s'appuyer pour ça sur une espèce de ciment qui peut être l'IA agentique, quel que soit le sens qu'on peut lui donner. Merci beaucoup, Julien. Éric Papin, on va rentrer un peu plus dans le détail. Là, on va parler du combat naval. Voilà, donc on est parti du générique et on va un peu plus au spécifique, des champs d'action. Comment est-ce que l'IA vient redéfinir les modalités du combat naval ? Alors, en premier lieu, ça a déjà été dit, mais ce sont les données qui viennent revoir les modalités du combat naval, et ces données, par leur massification, viennent rendre de plus en plus difficile pour l'équipage la capacité à avoir la perception de l'environnement et de décider la bonne action au bon moment. Donc l'IA doit apporter un soutien pour analyser ces données. D'abord, alors faut prendre une logique de progressivité, on ne va pas faire tout, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc d'abord en temps différé, c'est déjà un plus énorme pour les équipages par rapport à ce qu'ils connaissent aujourd'hui, et puis ensuite de plus en plus en temps réel, dans le temps réel de l'action. Si je reprends un peu la structure que Patrick Haufort a donnée, si on commence par les navires avec équipage, on a vraiment la notion de commencer par aider la préparation de mission. Donc ça veut dire glaner l'ensemble des informations qu'on peut avoir sur la zone où on va aller, sur les acteurs qui peuvent s'y trouver, sur ce qui s'est passé dans la zone dans les mois précédents, sur les comportements des gens qui y étaient dans les mois précédents, agréger ça avec des données sur le spatial, voilà, pour pouvoir faire une surveillance maritime un peu ciblée. Et tout ça, ça va permettre d'avoir une préparation de mission qui va tester plusieurs scénarios et qui va proposer à l'équipage des scénarios avec des critères de choix qu'ils vont pouvoir paramétrer. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut bien avoir en tête. Deuxième chose, c'est quand on est dans l'action, on a décidé d'y aller, eh bien là, l'IA peut accélérer la boucle OODA, c'est-à-dire ce qui vient d'être dit par l'intervenant précédent, et de prendre les données des senseurs. Donc les senseurs sont eux-mêmes intelligents dans leur propre domaine, mais en faisant du multisenseur et de la fusion de données multisenseurs et multisources, y compris en allant chercher les données des senseurs de la force navale, pas seulement le bateau sur lequel on est, eh bien on vient apporter une information déterminante pour décider l'action. On peut avoir des aides au routage, c'est-à-dire je suis sous contrainte d'une menace aérienne ou d'une menace sous-marine, comment est-ce que je vais faire ma manœuvre, et puis je peux avoir des contraintes aussi liées à mon état de disponibilité, des fonctions qui peuvent être manquantes parce que panne, parce que agression précédente, et donc comment je fais mon action pour avoir un effet militaire direct maximum. Troisième domaine, c'est la conduite par exemple sur l'énergie. Voilà, être capable de se dire, je mets une contrainte pour minimiser le besoin de ravitaillement, eh bien, quelle est la route que je dois suivre? Ça, on s'approche un peu plus des applications qu'on peut trouver dans le civil. Ça, c'était le domaine des navires avec équipage. Si je passe maintenant au domaine des drones, là aussi, ça a été dit, c'est vraiment déterminant pour le combat naval de se dire qu'on aura des unités non seulement avec équipage, mais aussi des unités sans équipage, qui peuvent être soit ce qu'on appelle des drones plutôt océaniques, c'est-à-dire qui vont avoir leur vie propre, leur mission, indépendamment d'un navire dont ils sont organiquement dépendants, ou alors inversement, des drones organiques qui vont être mis à l'eau par les navires pour faire des compléments de mission. Donc là, l'IA, elle apporte 3 éléments. Le premier, c'est une autonomie de navigation en sécurité. Ça, c'est la première chose qu'on va leur demander, c'est de respecter le code de la navigation maritime. Ensuite, on va leur demander de pouvoir exécuter un certain nombre de missions que l'équipage va leur déléguer. Alors ça, c'est important de dire que l'équipage décide finalement le niveau d'autonomie qu'il va donner au drone pour telle ou telle mission. Et puis enfin, c'est une fois qu'elles sont lancées dans la mission, comment elles explorent, comment elles utilisent leur charge utile, choisir la meilleure charge utile, choisir le moment pour un drone sous-marin où il va refaire surface pour sortir sa tête optronique et prendre des photos, de gérer son énergie, de gérer son environnement. Et puis, ce qui est important, c'est que tant les drones de surface, on peut imaginer qu'ils ont une connexion permanente avec le GPS, avec la communication, la connectivité de la force navale, autant un drone sous-marin, il va avoir une communication très intermittente, voire absente,
Et donc, il va devoir, pendant des longues heures, naviguer un peu à l'estime et réaliser ses missions à l'estime. Voilà. Donc ça, on voit que la vision ultime qu'on a, nous, de l'IA dans le domaine naval, c'est une IA au niveau d'une force navale hybride. C'est une vision d'un orchestrateur multi-agent, avec des agents d'IA qui vont être dans les bateaux, au niveau des senseurs, ou pour aider l'équipage, et puis des agents IA qui vont être autonomes, à côté des bateaux, réaliser la part de leur mission. Et tout l'enjeu qu'on a en termes d'architecture, c'est de savoir comment on va faire ça, comment on va répartir l'autonomie, la délégation, la décision, en gardant naturellement toujours l'homme dans la boucle, notamment quand on va demander aux drones de mettre en œuvre des armes, ce qu'on envisage aussi. Donc c'est ça la vision ultime. Et donc, on n'est pas en avance, quoi. Il faut quand même le dire. Les besoins à bord des bateaux, ils sont énormes. On a déjà commencé avec un data hub embarqué qui permet de capturer les données pour éviter qu'elles ne s'évaporent au fur et à mesure que les missions se déroulent. Ces données, elles sont déjà exploitées par l'équipage pour analyser ce qui s'est passé, la situation tactique qu'ils ont rencontrée un petit peu à froid. Mais on sent que le besoin, il est prégnant de faire beaucoup plus. Et on ne pourra faire beaucoup plus qu'en changeant les architectures des bateaux, en ayant des architectures ouvertes qui permettent de venir plugger des composants d'IA à l'intérieur des systèmes critiques de manière sûre et maîtrisée. Merci beaucoup, Eric. Une vision un peu différente maintenant. On a beaucoup parlé de technique, évidemment, elle est importante. Et là, Karl, quand on préparait cette table ronde, vous me disiez, moi j'aimerais bien parler de la dynamique du marché de l'IA de défense. Vous êtes vice-président de Capgemini Invent, qui est une entité de conseil et de transformation IT. On parlera après du livre blanc aussi que vous avez co-dirigé. Mais sur ce domaine-là, le marché de la défense et la dynamique, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, déjà ce qu'on peut dire, c'est que le marché de l'IA de défense est en très forte accélération aujourd'hui depuis 2 ans. Il y a toujours eu de l'IA dans les systèmes d'armes, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que déjà l'IA est devenu un sujet top prioritaire auprès des CEO et on voit la création de nouvelles entités dédiées à l'IA chez nos clients, chez les industriels, qui est quelque chose qu'on avait pu observer il y a déjà une dizaine d'années dans d'autres secteurs comme la banque et l'assurance. Aujourd'hui, on voit que cette dynamique-là prend pleinement sa place dans le monde de la défense. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette dynamique-là aujourd'hui ? Déjà, on l'a vu, l'IA est sortie des laboratoires, elle est opérationnellement utilisée sur le champ de bataille aujourd'hui, dans les drones, dans les ciblages des frappes, dans les utilisations cyber. Et en France, je dirais qu'on a vraiment une volonté très forte d'avoir un leadership sur l'IA de défense, avec la création il y a 2 ans de l'agence ministérielle de l'IA de défense, l'acquisition d'un supercalculateur autour de l'IA, qui a eu vraiment un impact, je trouve, très fort sur l'écosystème français de l'IA de défense pour se dire, voilà, c'était le moment d'accélérer sur les usages et notre savoir-faire. Alors, comment est-ce que l'IA se déploie aujourd'hui chez nos clients ? Qu'est-ce qu'on voit chez nos clients ? C'est d'abord un usage de l'IA au sein des produits, donc à la fois sur les produits hardware, donc tout ce qui est IA embarqué. Et puis, on voit aussi très fortement une accélération de l'usage de l'IA dans le software, donc dans la dynamique que certains appellent le Smart and Affordable Mass, donc la capacité d'utiliser des effecteurs à moindre coût, mais qui, reliés entre eux avec du software et avec de l'intelligence artificielle, produisent des effets extrêmement importants. Et ça, c'est une dynamique très forte qu'on voit. Il y a des acteurs américains qui émergent comme Anduril aux États-Unis, et c'est vraiment une dynamique de marché très forte. Le deuxième aspect qu'on voit, c'est l'utilisation de techniques d'IA pour proposer de nouveaux services aux forces. Notamment, il y a une volonté très forte des forces de pouvoir utiliser leurs propres données pour pouvoir réentraîner des modèles avec une thématique autour du MLOps, donc la capacité à proposer des nouveaux services aux forces. Et puis, troisième axe, c'est l'utilisation de l'IA pour les processus internes. Et là, on voit qu'il y a énormément d'applications qu'on voit chez nos clients civils qui arrivent dans le monde militaire. Bien sûr, en premier lieu, l'utilisation de l'IA générative auprès des développeurs. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant de voir la vitesse d'accélération qu'on peut avoir dans la conception de nouveaux logiciels en utilisant ces outils d'accélération d'IA générative. Le deuxième point, c'est tout ce qui touche à l'engineering, à la conception, à la R&D augmentée. On voit beaucoup d'applications dans ce domaine-là. Et bien sûr, le troisième point, c'est tout ce qui touche à la production. Donc l'utilisation de l'IA générative pour lever les irritants sur les thématiques de montée en cadence. On est encore au début, mais on sent que c'est une dynamique qui va vraiment très fortement augmenter.
Voilà, le dernier point que je voulais aussi aborder, c'est que sur cette dynamique de marché, on voit aussi beaucoup de nouveaux entrants. Alors bien sûr, il y a tous les acteurs historiques qui s'y mettent, mais aussi beaucoup de startups qui émergent avec des levées de fonds très importantes. Vous avez vu celle d'Armatoria il y a quelques temps. Des incubateurs aussi qui se créent dédiés sur les sujets défense, et des jeunes qui sortent d'école et qui aujourd'hui ont envie d'entreprendre dans le domaine de la défense, qui est quand même assez nouveau. Voilà. Et puis également des acteurs du monde civil qui veulent rentrer dans cet univers. Donc voilà, en définitive, c'est un marché effectivement en plein essor et qui pose aussi la question de la bonne manière de concevoir ces IA, et d'où le sujet de l'IA de confiance que je crois on va aborder bientôt. Merci beaucoup, Karl. En effet, tu me voles le mot de transition. En effet, on va aborder un deuxième sous-thème qui est en effet l'IA de confiance. Cette IA, en effet, encore plus que dans d'autres domaines, on doit lui faire confiance. On est dans des domaines critiques. On prépare la guerre et on fait la guerre. Et donc, il y a un certain nombre, en effet, de contraintes qui font qu'on puisse lui faire confiance. On va peut-être commencer par Stéphane, et après je donnerai la parole à Bruno. Bruno, Stéphane, comme vous voulez. Stéphane, allons-y. Oui, l'IA de confiance, c'est un vaste sujet. Donc, il faut comprendre que l'IA aujourd'hui, c'est quand même essentiellement du machine learning, donc tout part des données. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces données sont appropriées pour les tâches qu'on veut en faire. On a parlé de maintenance prédictive ou tout un tas d'autres tâches qui doivent être avec confiance accomplies par l'IA. Et on parle souvent de biais. Et donc de toute façon, il faut comprendre que biais, c'est un terme qui recouvre beaucoup de situations. D'abord, effectivement, on parle de modèle, donc il y a un biais de modèle. Tel réseau de neurones avec telle architecture aura certaines vertus que n'auront pas d'autres modèles, mais aussi d'autres désavantages. Donc de toute façon, l'IA est biaisée parce qu'on se restreint à la technologie qu'on maîtrise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les réseaux de neurones. Peut-être que dans 10 ans, ce seront d'autres modèles mathématiques qui remplaceront ces réseaux. Elle est nourrie avec un certain nombre d'exemples et souvent on n'est pas très soigneux avec ces exemples-là. On les pioche en particulier sur le web. Il n'y a pas du tout de contrôle de l'acquisition et de la représentativité de ces données. Et donc il y a énormément de déconvenus. D'abord, il y a un nombre fini d'exemples et on essaye d'extrapoler. C'est l'enjeu justement de l'analyse prédictive. Mais surtout, on se retrouve en fait avec des situations qui vont être surreprésentées, d'autres qui sont sous-représentées. Ce sont celles qui nous intéressent en général. Donc les questions justement de biais dans les données est assez majeure. En même temps, souvent l'IA aussi ne fait pas exactement ce qu'on voudrait parce que finalement on l'applique à une variété de situations et des problèmes qui peuvent être divers. Donc il y a des disparités. Dans le cadre de notre chaire, on travaille beaucoup sur les questions, par exemple, de vérification ou d'identification par la biométrie. Et donc, voilà, on entend parfois dans la presse que les moteurs de reconnaissance faciale sont racistes simplement parce qu'ils font plus d'erreurs sur certains segments de population que d'autres. Mais la vérité, c'est que si vous avez une barbe, la couleur de peau sombre avec un fond sur lequel on a pris la photo qui est sombre également, c'est difficile de reconnaître vos traits et votre identité. Ça n'a rien à voir avec le modèle ou ses limites. C'est simplement qu'intrinsèquement, les problèmes sont plus difficiles. Et la question est de savoir en fait, quel est le niveau de confiance, quel est le niveau de performance prédictive qu'on peut avoir dans certaines situations. Et c'est des questions qui se posent assez peu. Voilà, on a tendance à les résumer par la question du biais. Donc, il y a beaucoup de questions autour de l'évaluation, parce que voilà, tout le monde se fait sa propre évaluation. Vous avez différentes technologies que vous préférez, etc. Mais aujourd'hui, comment sont évalués, par exemple, ces modèles d'IA générative à travers leur capacité à reproduire les exemples qu'on leur donne. Mais si ces exemples sont eux-mêmes non représentatifs des situations que vous cherchez à capturer, l'évaluation vous sera assez peu utile. Donc, ce qui manque énormément, justement, pour la confiance, c'est la capacité à évaluer justement cette performance future. C'est toujours facile de prédire le passé, prédire le futur, c'est plus complexe. Pour se donner confiance, il faut aussi que les prédictions soient explicables, que la personne qui va utiliser l'IA ne se sente pas dépossédée, puisse comprendre finalement pourquoi on en arrive à telle décision. Là, il ne faut pas rêver, quand on parle de modèles qui comptent des centaines de millions, voire des milliards de paramètres,
l'explicabilité, ce n'est pas le point fort du modèle. Et donc il y a forcément des compromis entre, on va tenter de le résumer, hein, il y a un certain nombre de... C'est un sujet de recherche pour nous et il y a aujourd'hui des technologies qui permettent de le faire. Mais il y a toujours des compromis entre la performance et la capacité à expliquer ce que fait le modèle. Pour avoir confiance, il faut aussi que les modèles soient capables de résister à de la contamination. C'est-à-dire que, voilà, comme on a compris que les modèles étaient appris en reproduisant des données, si ces données sont vérolées, s'ils sont contaminés éventuellement de façon malveillante, ça peut avoir un impact. Donc on s'attend à ce que les modèles soient capables aussi de résister à ce type d'attaque adversariale. Mais en même temps, si on s'en sert pour la maintenance prédictive, on veut aussi que ces modèles soient capables de détecter ces signaux faibles, justement, qui sont annonciateurs de panne future ou de dysfonctionnement. Donc voilà, en fait, l'IA de confiance, ça va être régler un certain nombre de compromis. Ça, il n'y a pas de manière universelle de le faire. Donc dans le domaine de la défense, j'imagine que Bruno sera capable justement d'illustrer ça à travers des cas concrets. Mais il va falloir se poser un certain nombre de questions pour véritablement avoir confiance en l'IA et l'interfacer avec les domaines d'application. Merci beaucoup Stéphane. Donc, je vais passer la parole, je l'ai fait attendre très longtemps, à Bruno Caron, qui est Senior Expert d'Airbus Defence and Space, et en effet en IA et architecture des systèmes d'information. Bruno, vous avez en plus coordonné un projet européen sur l'implémentation technique de traitement de données avancées et l'évaluation de l'utilisation de l'IA dans le contexte militaire. Et puis, vous avez aussi participé à un livre blanc de l'Agence de défense européenne. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de l'IA de confiance ? Ben voilà, je vais faire un petit pas en arrière en disant effectivement, d'un côté on a vu des tas d'usages et ça a été illustré largement et on peut en rajouter à l'envi. On peut mettre le combat aérien par exemple qui n'avait pas été cité comme étant un enjeu et la particularité de la défense, c'est que évidemment d'un côté on a des niveaux de risque extrêmement élevés, donc on va avoir la possibilité d'activer des armements, on va avoir un certain nombre de risques extrêmement essentiels dans l'activité de défense. Il y a une deuxième partie également qui a pas été mentionné encore, c'est que l'ennemi de son côté, il va essayer de faire en sorte de nous empêcher. Et en fait, tous les usages que l'on connaît de l'IA dans le monde civil, ils sont plutôt coopératifs. On est plutôt dans une situation où on va essayer tous ensemble de croire que l'IA va bien marcher. Donc là, finalement, c'est quelque chose de très favorable, que ce soit naturellement parce qu'on est intéressé au résultat, ou que ce soit parce qu'on y est un petit peu incité, par exemple, par nos assurances qui vont nous faire prendre le bon chemin. Dans le monde civil, en fait, on est toujours plutôt dans une situation favorable où on essaye de faire bien fonctionner l'IA. Dans le monde militaire, il y a un grand changement. C'est que l'ennemi, lui, justement, ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire défaillir l'IA. Donc on est vraiment dans une situation différente. Alors à ce moment-là, on va se poser les questions, quels sont les critères qui vont permettre de définir la confiance dans l'IA ? Alors il y a eu beaucoup de travaux divers et variés. On peut partir des travaux civils et ce qui a pu être fait au niveau de l'Union européenne avec le High Level Expert Group, le niveau d'experts européen, qui a défini des grands principes pour dire qu'une IA est une IA de confiance. Donc ça a été cité, tu en as cité quelques-uns Stéphane. Le premier, c'est l'explicabilité, effectivement, qu'on puisse dire pourquoi une décision a été prise. On a des tas de critères qui sont très importants également pour la partie technique, qui sont la robustesse. Est-ce que l'on sait reproduire, est-ce que l'on sait obtenir un résultat et finalement garantir que ce résultat va être le même, quelles que soient les situations. Il y a d'autres points qui sont également à prendre en compte. Alors les biais, bien sûr, hein, tu l'as cité. On a eu assez de données pour représenter toutes les situations et finalement être capable d'extrapoler dans des situations nouvelles et prendre la bonne décision. Et puis il y a aussi, et j'aimerais insister sur ce point, le contrôle par l'opérateur. Parce que même dans des systèmes complètement autonomes, on va quand même utiliser des ensembles que sont les systèmes autonomes avec éventuellement leurs armements et les opérateurs qui les contrôlent pour répondre à une mission. Donc finalement, par rapport à la situation, on n'est pas dans un système où les robots se battent contre des robots de façon totalement indépendante des humains. On est dans un système où il y a un ordre, il y a une mission, il y a une raison opérationnelle pour laquelle on fait quelque chose, et ça c'est confié à des hommes. Et ces personnes choisissent d'activer des systèmes autonomes pour le faire.
et elles doivent avoir une confiance dans les systèmes autonomes. Donc on se retrouve à devoir construire une confiance qui est la confiance dans le système technique, mais également dans le système socio-technique de la personne, des opérateurs et de ces éléments autonomes. Et ça, c'est applicable, j'ai pris l'exemple de l'autonomie, mais on peut le retrouver également sur la préparation de mission. Bien sûr, on est aussi avec des gens qui préparent la mission, qui vont l'exposer aux opérateurs qui vont l'exécuter. On l'a sur le renseignement, bien sûr, un domaine important dans lequel la collaboration entre les personnes, les opérateurs de renseignement et les systèmes, les algorithmes qui peuvent apporter quelque chose est essentiel. C'est cet ensemble-là qu'on va devoir qualifier comme un ensemble de confiance. Donc là, on a besoin de faire un certain nombre de pas en avant, de continuer à progresser. D'abord sur l'algorithmie, bien sûr, parce que la technique doit nous montrer qu'elle est performante, que l'on peut reproduire quelque chose, que l'on peut expliquer pourquoi une décision est recommandée, que l'on a une transparence sur la façon dont le système opère, qu'il est répétable, que l'on peut enregistrer tout ce qu'il fait, le décortiquer a posteriori et trouver la façon de l'améliorer pour les endroits où il a mal fonctionné, pas encore de façon idéale. On a conservé toujours le contrôle par l'humain autour, le contrôle par les opérateurs qui prennent la décision. Et petit à petit, que tout cela, on le fait dans un respect de ce que nos principes européens cherchent à établir. Donc en fait, on a un certain nombre de couches qui sont à établir. Ces grands principes fondamentaux qui sont les principes de la confiance, la coopération entre les opérateurs et les systèmes, et au final, on va pouvoir se doter de fonctions complémentaires qui vont accélérer le tempo, qui vont répondre à ces problématiques de massification des données, d'accélération du tempo, d'autonomie sur les champs décisionnels. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup Bruno. On va continuer à parler d'IA de confiance. Alors, vous aviez participé, en effet, Bruno, à un livre blanc au niveau européen. Et Karl, lui, a dirigé aussi un livre blanc sur l'IA de confiance avec le pôle d'excellence cyber. Exactement. Donc l'IA de confiance, c'est un sujet qui est majeur pour nous chez Capgemini. On s'y est préparé depuis longtemps, notamment avec l'arrivée de l'AI Act, pour mettre en place un certain nombre de critères d'analyse méthodologique des IA, d'assets logiciels pour proposer à nos clients des plans de remédiation. Là, quand on parle du monde militaire, on sort du scope de l'AI Act et l'année dernière, on a eu cette volonté de se dire quel est finalement l'état des lieux aujourd'hui de ce qu'on appelle l'IA de confiance dans le monde de la défense. Et en partenariat avec le pôle d'excellence cyber, présidé par l'amiral Coustillère, on s'est lancé dans la rédaction de ce livre blanc, donc, qui a réuni une quarantaine de contributeurs, donc à la fois des industriels de la défense, des startups, des académiques et bien sûr en collaboration avec l'Amiad, pour faire un peu le point sur finalement qu'est-ce que ça veut dire l'IA de confiance quand on parle d'application défense. Donc il y a plusieurs axes qui sont ressortis. Alors il y a bien sûr les axes techniques dont plusieurs dimensions viennent d'être évoquées, avec certaines références complémentaires à nos travaux européens, notamment la DGA a sorti un guide méthodologique d'évaluation des IA de défense il y a quelques années qui comporte beaucoup des thèmes qui ont été évoqués sur la capacité à pouvoir expliquer les IA, travailler sur la robustesse, la précision, la qualité des données aussi qui est évidemment clé. Donc tout un tas de recommandations pour garantir la maîtrise technique de ces IA. Mais dans les contributions qu'on a eues, il y a aussi beaucoup d'autres intervenants qui ont voulu traiter de certains thèmes qui sont connexes à ces aspects techniques. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr les sujets éthiques, notamment la distinction qui est faite entre ce qu'on appelle les SALA et les SALIA, donc les systèmes d'armes létaux autonomes et les systèmes d'armes intégrant de l'autonomie, qui est une distinction très forte qu'on fait notamment en France suite à l'avis du comité d'éthique de la défense qui insiste sur les notions de supervision humaine, de principe de responsabilité et le fait que l'humain doit toujours être dans la boucle, ce qui je pense est une différence assez forte sur la façon de faire des IA, en tout cas chez nous en France, en Europe, par rapport à ce que d'autres peuvent faire. On a des contributions aussi assez fortes sur la cybersécurité des IA. Comme on l'a dit, effectivement, quand on fait des IA de défense, on est dans des environnements contestés. Quand on est sur le champ de bataille, on peut être sur des environnements brouillés. Donc, il y a des enjeux très forts autour de la résilience de ces systèmes. Donc, la cybersécurité, qui est une dimension clé de cette IA de confiance.
Et on a eu même des contributions de certains philosophes qui nous ont invités à réfléchir à pourquoi est-ce que finalement on avait autant de développement d'IA dans le monde de la défense, et notamment un article que je vous invite à lire qui nous invite à nous questionner sur finalement l'IA apparaît sur le champ de bataille pas simplement pour automatiser la guerre, mais surtout pour distancier les combattants. Voilà, donc voilà, beaucoup de domaines de réflexion qui apparaissent sur cette thématique de l'IA de confiance dans la défense. C'est un sujet encore assez nouveau où voilà, il y a beaucoup de production et beaucoup de groupes de travail qui réfléchissent, mais voilà, qui me semble fondamental pour que l'IA que l'on développe reste fidèle à nos valeurs. Merci beaucoup. Donc on progresse vers quelque chose qui devient essentiel puisqu'on est dans un domaine militaire. C'est la question évidemment de l'autonomie, souveraineté stratégique. Hein. Je ne parle pas de l'autonomie énergétique sur les bateaux ou sur les drones. Mais là, on va prendre un point de vue qui est un point de vue un peu plus macro. Comment est-ce que cette IA profite et en même temps risque de mettre en danger notre autonomie? Je vais commencer par Éric Papin. Est-ce qu'il y a des risques particuliers de l'IA sur notre autonomie? Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'on veut une souveraineté dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir être libre de nos choix et de nos actions dans le domaine de l'IA comme dans beaucoup d'autres domaines où on veut être souverain. Cette liberté d'action, cette souveraineté, elle passe par une partie d'autonomie, c'est-à-dire d'être la capacité de faire soi-même un certain nombre de choses pour être certain que c'est bien fait et pour être certain que d'autres n'ont pas introduit des choses qui pourraient venir altérer le résultat. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Donc, et par-delà, tout ce qui a été dit montre quels sont les risques qu'amène cette problématique d'autonomie dans l'IA. On a vu que l'IA avait besoin d'un certain nombre de conditions pour fonctionner. On a parlé des données. Ces données, dans le grand public, elles sont abondantes, on les trouve sur Internet. Dans le domaine de la défense, ce sont des données qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Et je pense qu'un des éléments de souveraineté, c'est la maîtrise des données. Alors que ça soit des données au sens opérationnel, puisque on a besoin pour faire apprendre à des agents IA de prendre des décisions sur le champ de bataille et d'avoir des données issues du champ de bataille. Ces données sont éminemment confidentielles, ça a été dit. Et donc, il faut qu'on vérifie à qui ces données peuvent être transmises pour qu'on évite d'avoir des fuites d'informations absolument dramatiques. Voilà. Donc, ça veut dire que dans la problématique d'apprentissage, il va falloir gérer ce flux de données et être capable de dire il y a peut-être un apprentissage qu'on peut faire sur des données génériques qui ne sont pas protégées et qui permettent déjà de faire 80% du chemin. Et puis les 20 derniers pourcents du chemin, il va falloir les faire dans un environnement beaucoup plus souverain qui protège la communication des données. La deuxième chose, c'est on a parlé de modèles. Donc là encore, si je prends une analogie, on a tous envie de travailler avec ChatGPT. Il y en a d'autres qui préfèrent travailler avec Mistral. Il y en a d'autres qui préfèrent travailler avec encore un autre acteur. Ce qui est important, c'est de ne pas se faire imposer un modèle. C'est de faire des composants d'IA dans lesquels, si un modèle change, si un modèle devient meilleur qu'un autre, si un modèle pose des problèmes de contrôle export ou de souveraineté, eh bien on est capable, sans avoir à tout refaire, de pivoter sur un modèle différent. Et ça, c'est aussi une problématique d'architecture qui est absolument importante. Ensuite, on a un peu parlé avec le terme barbare de chaîne MLOps, mais ça veut dire qu'on a sur l'IA des chaînes de développement, de qualification, qui viennent porter des avis non seulement sur la façon dont le travail est fait, mais sur la façon dont les données sont sélectionnées pour le lot de données d'apprentissage, pour le lot de données de test, et puis ensuite pour les données sur lesquelles on pourra faire fonctionner le modèle qu'on a appris. Et ça, ces infrastructures, elles sont toutes héritées de la problématique d'IA de confiance. On était nous-mêmes participants au programme Confiance.ai mené par l'IRT Systemix qui a amené plein d'outils comme ça. Et il faut les utiliser parce que c'est une garantie de souveraineté. Mais si je voulais revenir à ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, on a aussi des problématiques d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va devoir le faire fonctionner sur des infrastructures numériques qui vont être un peu particulières. Dans le monde civil, on a des infrastructures cloud.
cloud qui sont ouverts, sur lesquels tout le monde peut participer. Donc on a d'abord un premier niveau qui est de passer à du cloud de confiance, sur lequel l'ANSSI commence à délivrer un certain nombre de certifications Secnum Cloud qui garantissent un niveau de confidentialité. Il faut aller encore plus loin. Si on veut avoir un cloud vraiment souverain, pour manipuler des données de défense, il faut un minimum un cloud souverain de niveau diffusion restreinte, voire même de niveau supplémentaire secret. Et ça, l'AMIAD qui a été cité tout à l'heure et l'initiative d'avoir un supercalculateur souverain va permettre d'apporter déjà des réponses sur des étapes d'apprentissage. Tout ce que je viens de dire là, ça ne tient que si on est capable de bien architecturer nos systèmes. Il y a des endroits où on a besoin d'être souverain. Il y a des endroits où on peut ne pas l'être. Quand on va vouloir, par exemple, faire une interface homme-machine avec une interprétation du langage naturel sur un langage à peu près classique, ce n'est pas la peine d'aller chercher des modèles souverains. Si par contre on est en train d'interpréter un flux de communication radio entre deux bateaux pour rendre sa compréhensibilité plus forte, ben là il faut sans doute avoir un modèle beaucoup plus maîtrisé. Donc moi j'insiste beaucoup là-dessus, et ce qu'on fait dans le cadre de la chaire architecture des systèmes complexes avec l'Institut Polytechnique de Paris et un certain nombre d'autres industriels, KNDS, Dassault Aviation et Dassault Systèmes et l'AID, eh bien c'est justement de réfléchir pour le combat collaboratif qui va intégrer de l'IA de manière souveraine, quelles sont les recettes d'architecture qui vont permettre de le faire. Un point qui a été mentionné, c'est qu'il faut que le pouvoir de décision soit bien côté État, côté DGA, côté SSF, côté Marine, pour dire je prends le pas de mettre cette fonction d'IA à tel endroit et j'en assume les performances, mais aussi j'en assume les risques. Et c'est là encore que l'architecture qu'on va construire ensemble, elle va permettre de faire ça. Voilà. Donc le message important, c'est cette souveraineté, il faut l'obtenir. Il faut choisir les endroits où on veut être autonome et souverain. Et il faut surtout être pertinent dans l'architecture qu'on va vouloir mettre au-dessus de tout ça. Merci beaucoup. On va continuer sur cette thématique de la souveraineté avec Julien. Quand on avait évoqué les choses, Eric parlait plutôt des risques, et Julien, vous parliez des conséquences. Alors, je pense qu'il y a des choses évidemment qui vont se recouper, puis vous m'aviez donné un certain nombre de sous-titres, etc., etc. Je vous laisse la parole, Julien, sur vous, sur votre conception ou votre approche plutôt de la souveraineté dans le cas de l'IA de défense. En effet, les solutions d'IA pour la défense sont un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est une condition de notre souveraineté, au sens où ces solutions constituent un facteur de supériorité opérationnelle. Elles permettent pour partie de décider de manière plus autonome et sans avoir à dépendre d'une interprétation fournie par un tiers, et d'agir de manière autonome également. Mais leur conception et leur déploiement doivent présenter un certain nombre de bonnes propriétés pour que cette décision et cette action puissent être réalisées de manière autonome et souveraine. Ces conditions-là, elles s'appliquent à la fois aux modèles eux-mêmes et à leur déploiement. Quand on parle des modèles, il est nécessaire de maîtriser leur conception pour assurer la performance en opération. Et maîtriser la conception, ça ne veut pas dire juste maîtriser l'architecture d'un réseau de neurones qu'on peut trouver sur une librairie GitHub. Il s'agit d'entraîner nos IA sur des données, vous l'avez dit Eric, rares et sensible, et de le faire dans un cadre contrôlé. Comme la donnée est rare, il va falloir qu'on organise un partage, et les conditions en restent largement à définir, mais également qu'il y ait les bonnes propriétés de protection, de cotation de l'information pour qu'elle puisse être exploitée intelligemment. Une information plus fraîche a plus de valeur qu'une information ancienne, et réciproquement, une information plus fraîche doit être impérativement protégée. Et cette protection des données permet aussi de se prémunir contre des risques de data poisoning qui sont des menaces pour nos modèles. Quand on est devant de la donnée rare, on est ravi de trouver une donnée tombée du camion de renseignement source ouverte ou ailleurs, et cette donnée-là, comment est-ce qu'on valide qu'elle est pertinente pour entraîner un modèle? La question est ouverte. Toujours quant à l'entraînement des modèles, il va falloir assurer une cohérence entre les modèles et leur domaine de fonctionnement, avec l'usage opérationnel qui en est fait. Les cas qu'on a pu voir récemment de dysfonctionnement de systèmes à base d'IA
était souvent lié au fait qu'on a tiré des modèles en dehors de leur domaine de fonctionnement nominal. Et c'est le propre de la défense que d'aller pousser à ses limites tout système qu'on met en œuvre. Donc toute la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on assure que nos modèles soient employés dans un domaine de fonctionnement ou qu'il y ait une transférabilité, qu'on sache mesurer et encadrer pour que ces outils fonctionnent. Et enfin, il va falloir assurer un réentraînement régulier pour prendre en compte les évolutions de la menace. Le monde n'est pas figé, nos adversaires ne sont pas statiques, et donc il va falloir, une fois qu'on a déployé des modèles, les faire vivre et les entretenir avec des évolutions très régulières et un réentraînement extrêmement régulier, dont les conditions également restent à définir. Vous voyez qu'il y a un champ qui est encore très largement à défricher pour que on puisse concevoir, déployer et entretenir des outils qui permettent d'assurer notre souveraineté. Et ça va supposer, dans le déploiement de ces modèles, de contrôler les vulnérabilités qui sont induites par, naturellement, des modèles qui sont friands d'échanges de données, sans obérer pour autant notre capacité à agir. Donc ça pose la question de la sécurité cyber de nos systèmes, et de disposer de moyens de calcul appropriés pour un usage des IA sur le bord tactique. L'une des spécificités du militaire, c'est effectivement qu'on n'a pas un accès à des fermes de serveurs, on est en déni de communication, on a des contraintes sur les débits qui sont très élevés lorsqu'on est sur le champ de bataille. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on est en capacité de porter du calcul au plus proche du capteur ou du vecteur, et sur quel facteur de forme physique on va le faire. Aujourd'hui, l'usage principal est celui de NVIDIA et de ses GPU. Si demain on se retrouve en conflit et que les Américains sont en conflit en même temps, la question se pose de l'approvisionnement en GPU. Et donc, évidemment, on peut avoir des dépendances consenties, mais il faut en mesurer le risque. Et donc, ça pose la question de quels accélérateurs de calcul pour des usages tactiques. Et tout ça, finalement, ça fait émerger un certain nombre de besoins pour un usage souverain de l'IA dans le domaine de la défense, celui d'une approche de travail différente, avec une approche qui n'est pas tellement celle d'un cycle en V classique des systèmes de défense, mais plus d'un travail avec les forces et très itératif et nourri par les retours du terrain. Ça pose la question, vous l'avez dit Eric, des architectures ouvertes, avec des blocs interchangeables, pour des systèmes qui soient évolutifs. En cela, il y a un certain nombre de cadres et de directions qui ont déjà été mises en place par nos armées, avec le Data Hub embarqué pour la marine, mais le Data Hub de l'avant, le Data Hub spécial, le Data Hub projetable, qui sont des déclinaisons d'un même concept de portabilité d'une infostructure de traitement au plus proche du terrain. Et ça va supposer également d'être en capacité d'assurer les propriétés d'embarquabilité, d'y être confiance, et d'inscrire tout ça dans un cadre plus général qui est celui du DORES, qui doit évoluer et qui évolue déjà aujourd'hui. Donc ce n'est pas uniquement une question d'équipement, c'est une question de façon dont on utilise ces équipements, en disant est-ce qu'on a les bonnes doctrines, est-ce qu'on a la bonne formation, est-ce qu'on a les bons effectifs, et comment est-ce qu'on les fait évoluer pour arriver à mettre en œuvre de manière autonome et souveraine ces capacités qui sont ouvertes aujourd'hui. Merci beaucoup Julien. On va toujours continuer sur cette thématique de la souveraineté avec Bruno Caron. Et parmi les choses que j'ai retenues dans ce que vous disiez, c'était IA et souveraineté technologique. Et après, quand on discutait, vous me disiez, on a parlé de la France, on a parlé aussi de l'Europe. Oui, alors je vais déjà réagir sur la partie souveraineté proprement dite. Effectivement, il y a la souveraineté de l'État, il y a la souveraineté française, mais il y a aussi une souveraineté au niveau européen et au niveau des opérations qu'on mène. En fait, on mène peu d'opérations tout seul. On est souvent confronté à les mener avec d'autres. Et donc, finalement, c'est peut-être plutôt cette souveraineté-là qui va être la plus critique pour obtenir un avantage décisif sur le champ de bataille. Mais au-delà de ça, pour explorer en quoi le besoin en souveraineté
est nécessaire. Je vais d'abord m'appuyer sur une image qui est celle du patron de NVIDIA, parce que je trouve qu'elle est intéressante. Il a parlé d'un gâteau à 5 couches comme étant le gâteau de l'IA. Alors lui, il le voyait peut-être comme une opportunité de faire de l'argent, mais on peut aussi l'explorer avec lui, parce que ça donne un certain nombre de lectures intéressantes. La première couche qu'il voit, c'est la couche énergétique. Et là, sur ce plan, on peut dire que pour l'IA de défense, on est relativement serein. La fourniture d'énergie, avec les limites de l'embarquabilité, elle est raisonnablement acquise. La deuxième couche, c'est la couche des GPU, c'est la couche des chips, c'est la couche qui fait les calculs. Alors là, effectivement, il faut savoir quel est le niveau de souveraineté qu'on souhaite avoir sur cette couche. Est-ce qu'on veut exploiter des choses qui existent, qu'on peut acheter? Est-ce qu'il faut des fournisseurs tiers, parce que diversifier l'approvisionnement, c'est une bonne façon de se prémunir contre la souveraineté ou les risques liés à la souveraineté? Peut-être qu'on a quelque chose qui est déjà pas mal enclenché, ou en tout cas qui est opérable aujourd'hui. Et effectivement, les calculateurs qui ont pu être acquis par l'agence ministérielle d'IA de défense est un très bon pas en avant pour permettre de faire les entraînements. La couche suivante, c'est la couche d'infrastructure. Alors l'infrastructure, ce sont l'accès aux données, le réseau et tous les moyens pour entraîner. Et là, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on a vraiment encore beaucoup d'efforts à faire pour obtenir une réelle souveraineté. Ça peut être d'un côté par le fait que l'on dispose des composants logiciels open source pour le faire. Ça peut être parce qu'on a accès à des infrastructures cloud privées qui sont déployables. Encore une fois, c'est quelque chose pour lequel avoir cette infrastructure au niveau européen est certainement un enjeu collectif pour réussir à retirer les niveaux de risque. Et puis après, on a encore la quatrième couche, qui est la couche des modèles. Alors celle-là, on en a parlé déjà plusieurs fois. Les modèles sont liés aux données, les données de défense sont des données rares, on va pouvoir aller les chercher et apprendre. Si on dispose de plusieurs fournisseurs pour les modèles et qu'on a l'interopérabilité ou la possibilité de changer un modèle pour un autre, on restera dans une zone où on est relativement à l'aise. Effectivement, si on peut opérer avec un modèle Mistral, un modèle américain, pourquoi pas un modèle chinois qui est fourni en open source, on va pouvoir indépendamment vérifier les comportements et prendre celui qui est le plus favorable. Et puis la dernière couche au-dessus, telle qu'elle l'a présentée, c'est la couche applicative. Et là, les couches applicatives, on a encore énormément d'efforts à faire pour que ces couches applicatives, on les maîtrise entièrement. La bonne opportunité qu'on a, et c'est peut-être ce qui manque dans sa description, c'est les opérateurs, et les opérateurs au sens large, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser l'IA, mais aussi ceux qui la conçoivent et ceux qui vont la maintenir au cours du temps. Et là, on a une opportunité en Europe qui est d'avoir de très bons ingénieurs qui sont capables de faire cette amélioration, ces apprentissages, dans le respect de ce que la technologie permet de faire, pousser la technologie encore un petit peu plus loin, et on pourra à ce moment-là entraîner aux nouvelles menaces sur le champ de bataille, réapprendre quand quelque chose de nouveau apparaît. Donc finalement, si je résume un tout petit peu ces 5 couches plus une, je préfère le regarder sous l'angle du système sociotechnique en disant on est en train de voir qu'on a devant nous des systèmes basés sur de l'IA qui vont être opérés par des gens. Ces gens, ils vont permettre de les utiliser, ils vont prendre des décisions, ils vont aussi les entraîner plus loin pour les emmener sur des nouvelles fonctions ou sur des nouvelles menaces. Et c'est ça pour lequel on doit assurer la souveraineté. Donc toutes les couches intermédiaires, on choisit à chaque fois si on veut s'appuyer sur nos propres ressources, sur une diversification des approvisionnements ou si on veut faire nous-mêmes. Et là, on peut avoir peut-être quelquefois des très grosses dépenses si on veut vraiment entièrement faire nous-mêmes. Plus on avance vers les niveaux plus élevés et l'opération, l'entraînement, on a de bonnes opportunités avec des gens qui sont formés, qui savent faire, tant dans les forces que chez les industriels. Voilà un petit peu. Alors après, je vais juste prendre un exemple particulier pour compléter l'illustration. C'est le système, et là je vais rentrer un petit peu plus dans la technique. En fait, on parle beaucoup des modèles de langage et de l'IA agentique. Ça a été évoqué à plusieurs fois. Et on voudrait pouvoir conserver une souveraineté. Et ça nous paraît très bien parce qu'il y a des implémentations open source de ces systèmes agentiques. Donc, on est finalement du côté favorable. On a des gens qui savent faire. On a des implémentations multiples. Et on va avoir 2 enjeux certainement à observer avec attention. Ce sont les enjeux d'interopérabilité entre les systèmes. Alors on va avoir d'abord la façon d'accéder à nos systèmes propriétaires. Là, ça sera plutôt via ce que l'on appelle les serveurs MCP, c'est-à-dire un protocole d'échange qui est normalisé vis-à-vis des modèles de langage et des systèmes agentiques et qui permet d'aller chercher l'information dans nos systèmes souverains. Et là, on a sans doute un enjeu pour se garantir que, d'une part, on a l'accès, on peut utiliser avec
bénéfice ce qui est dans nos systèmes souverains avec un système agentique, et d'un autre côté, on va vouloir protéger également ces informations par rapport au reste du monde. Et de la même façon, en fait, dans les protocoles agent à agent, on va avoir aussi un certain nombre de choses à garantir pour avoir une souveraineté qui est maintenue. Et en fait, ça va être finalement les mêmes critères de confiance que l'on va vouloir établir entre les agents que l'on a avec des humains ou avec d'autres forces avec lesquelles on collabore. On veut s'assurer que la personne que l'on a en face de soi ou que l'agent qui répond et qui donne la fonction, c'est bien l'agent que l'on connaît. On veut pouvoir révoquer certaines de ces interactions, etc. Donc on se retrouve avec finalement des critères qui sont des critères connus de la confiance et qui vont nous aider à construire une souveraineté sur nos usages militaires. Merci beaucoup Bruno. Je vous laisserai chacun tout à l'heure 1 minute pour un mot de la fin. Voilà, ou de perspective, mais je voulais finir cette table ronde avec Patrick Aufort. On a dit tout à l'heure, vous êtes directeur de l'AID, donc l'AID, il y a à la fois la défense et il y a l'innovation, et en même temps, il y a aussi la question, vous l'avez évoqué dans les messages qu'on a pu échanger, il y a aussi la question de la coopération. Puis c'est intéressant aussi que vous interveniez en plus à la fin, puisque vous avez pu écouter aussi les différents intervenants. Qu'en est-il pour vous de cette question de l'IA de défense et de la souveraineté ? C'est le moment où je contredis tout ce qui a été dit. Non, je vais forcément peut-être redire des choses qui ont été dites, mais peut-être avec un autre prisme en complétant certains points. Déjà, bon, pour le dire de manière très simple, la souveraineté, c'est pas le village gaulois où on va tout faire tout seul. Je pense que l'explosion de l'IA, faut être réaliste. Il y a des raisons technologiques et il y a des raisons commerciales, quelque part, en termes de modèles. Les champions qui ont tiré le marché, c'est les GAFAM côté américain, c'est les entreprises chinoises. On a quelques exceptions européennes, dont françaises. On peut s'en féliciter, mais c'est quand même ça la réalité. Et puis, c'est le modèle du logiciel libre. Qui apporte des solutions, comme ça a été dit, sur le sujet de la souveraineté. Donc ça, c'est déjà le premier élément de paysage qu'il faut bien avoir en tête. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle, quand on se pose la question de la souveraineté, on se la pose avec finalement la même stratégie que sur tous les autres sujets. C'est que ne pouvant tout maîtriser, en fait, on va définir ce qu'on appelle des cercles de souveraineté. Qu'est-ce qu'il faut que l'on maîtrise en national ? Qu'est-ce qu'on accepte de partager avec quelqu'un? Et dans ce cas-là, il peut même y avoir 2 voies. Une dépendance consentie ou une dépendance consentie, mais avec un plan de retour au cas où. Et puis, la 3e voie, ça va être ce sur quoi on accepte de se reposer sur des solutions qu'on ne maîtrisera pas ou on dépendra du marché. Pour pouvoir mettre cette stratégie en œuvre dans le contexte qu'on a décrit, moi, je pense qu'il faut 3 choses. La première, c'est savoir de quoi l'on parle. Donc, c'est le sujet techno, c'est connaître les technos. Les différentes briques qui sont nécessaires pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, les maîtriser pour pouvoir décider. Ceux sur lesquels on va accepter de dépendre, ceux sur lesquels on va accepter de reposer sur des solutions commerciales, ceux sur lesquels c'est tellement critique qu'il faut vraiment qu'on développe en interne. Donc maîtriser. Le deuxième, je pense que si on veut avoir l'ambition de garder certains sujets en national ou en partagé, faut qu'il y ait une taille critique, il faut qu'il y ait un marché. Sinon on n'intéressera pas les acteurs et sinon on ne pèsera pas. Donc il faut réussir à développer cet écosystème et ça veut donc dire forcément des partenariats, ça veut forcément dire se reposer par exemple sur l'Europe pour certaines stratégies, pour avoir cette taille critique et peser vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Et le 3e sujet, il a été peut-être un peu abordé par le terme d'interopérabilité, mais je pense que si on veut peser et avoir une souveraineté, il faut être présent dans les instances de normalisation. Il faut absolument pas se laisser imposer les standards, il faut être acteur de ça, il faut pouvoir faire de l'influence, parce que ça va être une manière de nous déposséder de la souveraineté. Donc c'est les 3 vraiment grands secteurs où je pense qu'il faut être présent si on veut avoir les moyens d'agir. Si je reviens sur le sujet technique, bon, ça a été décrit, et encore mieux que je vais le faire par certains de mes prédécesseurs, mais dans le domaine de ce qu'on développe aujourd'hui en intelligence artificielle, en gros, il y a 3 briques. Il y a le modèle qu'on va utiliser, il y a l'environnement logiciel avec lequel on va l'entraîner, avec lequel on va l'utiliser, et il y a le calculateur, la capacité de calcul sur laquelle on va se reposer pour développer tout ça.
Et en fait, finalement, en créant l'Amiad il y a 2 ans, un des objectifs, en dehors d'avoir une capacité à faire sur certains sujets, mais on a essayé de répondre à beaucoup de ces enjeux de souveraineté. Avoir une capacité à faire, justement, pour les cas où c'est souveraineté nationale, avoir la capacité de faire nos propres modèles et donc de les maîtriser, et donc de décider ce qu'on va faire nous-mêmes, ce qu'on va faire par notre industrie, ce sur quoi on accepte de coopérer, et puis ce sur quoi on peut se reposer sur autre chose. Donc ça, c'est pour moi vraiment critique. La capacité de calcul, je l'ai évoqué, elle a été évoquée. Oui, 70% du marché des GPU, c'est NVIDIA. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est bien sur l'infrastructure autour qu'il faut qu'on se repose et qu'on travaille pour garantir l'utilisation de ces composants étrangers de manière sécure. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place pour garantir en fait la maîtrise de cette stratégie de développement de la souveraineté. Et donc quand on a cet environnement-là, après on peut en effet dire que tel sujet c'est développement étatique Amiad, tel sujet c'est développement national avec notre écosystème, tel sujet on peut coopérer et on arrive à coopérer. Il y a des projets au Fonds européen de défense, il y a des projets avec l'AED. Nous, il y a 3 ans, on a créé un laboratoire conjoint avec Singapour dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et il y a des sujets, encore une fois, on a pris nos décisions en définissant à chaque fois, projet par projet, des projets où on accepte de coopérer. C'est notamment plus facile quand on est sur des bas niveaux de maturité techno. La spécialisation est en fait après, et éventuellement avec une souveraineté plus renforcée. Et donc voilà, typiquement avec Singapour, ouais, depuis 2023, on en est maintenant à 6 projets communs. Le premier, on a travaillé sur des sujets qui mettaient en œuvre à la fois des caméras événementielles et des réseaux de neurones à impulsion, des spiking neural network, de manière à développer en fait des traitements sur des sujets de traitement optique, traitement peu consommateurs en énergie, traitements qui permettent de détecter des changements dans les scènes, dans des conditions qu'on ne savait pas faire aujourd'hui, des conditions de faible visibilité, des conditions d'environnement difficiles. Le but étant que ça puisse être embarquable. Et en fait, la partie embarquabilité, on la fera de notre côté, mais on aura développé, on aura fait sauter des verrous, je dirais, à des stades amont. Donc voilà, en tout cas, moi, ma vision de ce qu'on souhaite implémenter et encore une fois une des raisons aussi pour lesquelles l'Amiad a été créé et permet de mettre en œuvre cette stratégie. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole au public, moi je vous propose, si vous le voulez, de prendre 1 minute, de dire des choses que vous auriez bien aimé dire ou bien répéter, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est une table ronde qui est très très dense. Voilà. Je vous laisse la parole, il n'y a pas d'ordre particulier. Qui veut commencer? Stéphane, tu avais pris le micro? J'avais commencé, je peux terminer. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que le général a parlé de maîtriser les technologies. Il s'agit aussi de maîtriser la science. En fait, il faut voir que l'IA, la technologie dont on parle aujourd'hui, les idées, elles ont 60 ans, 70 ans. Donc évidemment, beaucoup de progrès dans le domaine du hardware. Mais on a vu que, en tout cas, pour atteindre à la souveraineté, il fallait maîtriser l'accès aux données, à la puissance de calcul, à l'énergie qui permet d'activité à cette puissance de calcul. Mais l'agenda, on a listé tout ce qui permettrait de nous donner confiance dans l'IA, en particulier dans le cadre de défense. Ça correspond aujourd'hui encore à des problèmes qui sont scientifiquement largement ouverts, en particulier quand on s'attend à ce que les systèmes puissent interagir avec un environnement complexe. Et donc ce que je voulais dire pour la fin, c'est qu'il faut aussi penser à financer des programmes de R&D. Donc la question d'interfacer l'académie avec la défense, c'est complexe, en particulier pour les questions de confidentialité. Mais voilà, il faut réfléchir à un terrain qui permette de le faire et de pouvoir partager justement toutes les spécificités du domaine d'application. Merci beaucoup. Qui d'autre veut prendre la parole? Bruno? Je peux continuer. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le côté normalisation, participation aux instances normatives. C'est une très bonne façon d'avancer et de se mettre en place avec un calendrier, un référentiel commun. Peut-être qu'il faut aussi quand même ajouter que c'est plein d'opportunités. Ça a été dit, on a vu qu'il y a plein d'usages qui sont attendus. Et en fait, il ne faut pas s'interdire de faire avant d'avoir regardé déjà si ça fonctionne. Donc on est aussi dans un monde très ouvert, dans un monde où on peut vraiment progresser. Et même
même si j'ai pu parler beaucoup de limitations, soit par la confiance, soit par la souveraineté, je pense qu'il faut aussi regarder tous les usages qu'on peut en faire et apprendre avec un cycle de vie qui, l'a été dit, c'est un cycle de vie très actif, très évolutif, dans lequel on peut effectivement largement améliorer quelque chose qui a déjà été déployé. Merci. Bon, allez, on peut le faire comme ça. Ouais. On va le faire de manière linéaire. Ce que je rajouterais volontiers pour conclure, c'est l'importance de bien faire la différence entre la cible et la trajectoire. On a tous une vision, et parfois on a plusieurs visions de la cible et de ce qui adviendra dans un futur plus ou moins proche. Mais la guerre est un art simple et tout d'exécution, et l'exécution, ça veut dire comment on va y arriver à cette cible. Et il va y avoir un vrai travail dans les années à venir, et je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été engagées par le passé, mais on n'est pas du tout au bout de la dynamique. Et cette évolution constante de nos modèles, de nos données, de nos infrastructures, de ces 5 couches du gâteau qu'évoquait tout à l'heure Bruno, vont nous amener progressivement à définir cette trajectoire et à l'affiner. Il ne faut pas négliger les briques amont et l'investissement qu'on peut faire sur ce qui est nécessaire pour être en capacité de demain et avoir une vision sur à la fois les briques fondamentales dont on aura besoin en tout état de cause, et la plupart d'entre elles sont connues, et la capacité à les interfacer dans des systèmes qui puissent être interopérables et donc avec les bonnes normes et formats d'échange, parce que c'est ça qui permettra de faire fonctionner des briques individuelles dans un ensemble harmonieux. Merci. Continue, Karl. Oui, moi je voulais finir sur un thème qu'on n'a pas trop abordé, c'est le sujet des talents. Pour nous, évidemment, c'est un sujet qui est clé. On voit beaucoup d'intérêt de nos collaborateurs à s'investir dans le milieu de la défense, dans les sujets de l'IA de défense. Il y a des défis scientifiques et éthiques qui sont passionnants. C'est un domaine qui recrute. Donc voilà, si certains s'intéressent à ces sujets, n'hésitez pas à venir nous parler après. On continue, Eric. Moi, le message, c'est qu'on est prêt et maintenant, il faut y aller. Voilà, c'est bien de définir la cible à long terme, mais il y a des besoins militaires aujourd'hui. Et donc, toutes les solutions qu'on peut avoir, il faut se lancer, il faut faire. On va faire des erreurs, mais on va apprendre et on pourra corriger. Donc les architectures ouvertes, agiles, elles vont permettre de faire ça. Il faut naturellement le faire sur des domaines où on maîtrisera le risque pour l'équipage, hein, bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit un frein. La réglementation, surtout non plus. Voilà, là aussi, voyons de quoi on a besoin comme réglementation pour encadrer les usages. Et puis voilà, donc nous on a par exemple décidé de mutualiser nos efforts avec Thales dans le cadre de Cortex. Hein, on a pris une participation structurante pour ne pas perdre de temps et d'argent à refaire des choses qui existent dans des domaines où des choses ont déjà été faites et pour mettre le maximum d'efforts sur les cas d'usage en choisissant bien pour que ça apporte un effet militaire réel et celui dont les équipages ont besoin. On a été très linéaire. Je voudrais finir en soulignant 2 enjeux qui me paraissent majeurs devant nous. Le premier, on a prononcé le mot plusieurs fois, mais sans vraiment approfondir le sujet, c'est l'éthique, en disant l'homme dans la boucle. Oui, mais là, il va falloir qu'on soit innovant sur la manière d'avoir l'homme dans la boucle, sinon on perdra le combat. L'homme dans la boucle, ça ne veut pas dire l'homme derrière le bouton sur toutes les décisions. Ça veut dire créer les conditions d'emploi, définir les conditions d'emploi, à quel moment l'homme intervient, sur quel tempo. Donc là, pour moi, c'est un vrai sujet critique si on veut garder et utiliser tout le bénéfice de ce qu'on est capable de faire. Et le deuxième sujet majeur pour moi, c'est le passage à l'échelle. C'est qu'il faut que tout ce qu'on est capable de faire, ça se déploie et ça vienne dans les mains des utilisateurs. Et donc je me félicite d'avoir entendu Éric Papin parler d'architecture ouverte, par exemple. Il faut absolument qu'on développe ces architectures qui nous permettent d'amener des briques régulièrement, des incréments, des itérations de manière simple et efficace. C'est fondamental pour passer à l'échelle. Ça veut dire un travail sur les dispositions contractuelles qui nous permettent aussi de le faire plus rapidement. Ça veut dire l'organisation, comme ça a été dit, sur la donnée. On a parlé des dispositifs, des HE, etc., pour capter la donnée, l'organiser, la noter de manière à être plus rapide. Donc on a vraiment cet enjeu du passage à l'échelle et qui nous concerne tous. On peut avoir le meilleur démonstrateur, la meilleure preuve de concept. Si on n'est pas capable derrière de la déployer, on n'aura pas fait
fait avancer beaucoup le sujet. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là. Il y a tellement de questions. Honnêtement, c'était vraiment passionnant. Je voudrais vous remercier. Merci d'applaudir aussi nos intervenants. C'était intéressant et frustrant parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il y aura d'autres occasions de vous entendre. Il y a des livres blancs qui ont été publiés, il y a des articles de recherche, l'agence d'innovation soutient un certain nombre de projets. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses encore là. Merci beaucoup, bon appétit à tout le monde et à bientôt.